Clémenceau le tigre dans la cage de la presse satirique illustrée. Commençons ce bref aperçu par une modeste effigie de bois, probablement issue d'un jeu de massacre forain, représentant Georges Clémenceau. La même série comporte également Laval ou Blum pour une archive sérielle relevant du ou des années 1930, probablement même après le décès du fameux Père la Victoire. Laval relève du gros, Blum du stéréotype antisémite. Clémenceau a le rare cheveu blanc, sa moustache mange une morphologie fondée sur 3 circonférences, le front haut surplombe les fameuses pommettes proéminentes, une silhouette grêle et plutôt négligée. Ce dernier trait est aussi loin du dandysme authentique de l'homme que du radicalisme dont le débraillé est l'un des signes anti-bourgeois affichés. C'est ainsi que mythe et réalité s'interpénètrent dans le seul produit d'une effigie de fête foraine. De fait, ce n'est pas tant que ce Clémenceau de bois peint ne ressemble à rien. Il ne ressemble à rien d'autre qu'à Clémenceau. Clémenceau constitue un type en soi, une référence immédiate, comme seul plus tard De Gaulle parviendra à le faire. On sait que Clémenceau n'aimait pas les représentations, que des décennies de peintres, de photographes ou de satiristes ont pu livrer de lui. Mon portrait par Manet, disait-il, très mauvais, je ne l'ai pas et cela ne me peine pas, il est au Louvre et je me demande bien pourquoi on y a mis. S'il aime Daumier, on verra plus loin comment une certaine caricature en panamiste a pu nuire à sa carrière parlementaire. Quant au buste de lui que Rodin exécute, il le remise aussitôt dans une armoire, et cette armoire, je ne l'ouvre jamais, conclut-il. Décrire Clémenceau revient forcément à faire saillir des traits physiques particuliers qui rejoignent une aura sans équivalent. Figure tête de mort, se souvient ainsi Maurice Barrès dans une évocation saisissante, où la vie se témoigne surtout par de l'ennui. Figure attentive, où rien ne s'exprime que parfois du mépris gai. Il est là, immobile, le corps tassé, déformé, renversé en arrière, le ventre ballonné, mais la tête est belle, et le visage d'autant mieux lisible que, le dos suivant le dossier, il renverse sa tête en appuyant sa nuque sur la tablette derrière lui. Au-delà du style flamboyant de l'auteur des Déracinés, il est étonnant de voir à quel point les épithètes ici convoquées à propos du corps ou des traits relèvent de l'hyperbole. Mais est-il possible de décrire Clémenceau sans entrer dans des comparaisons surprenantes, des descriptions audacieuses ou une inflation adjectivale qui recoupe quelque peu l'art des caricaturistes? Joseph Paul Boncourt le dépeint petit, noir, tout en muscles, étroitement serré dans une redingote courte à la mode d'alors, le col droit guillotinant le visage, la figure osseuse tendue vers la foule, tout seul faisant face à l'orage, taureau au milieu du toril et débouchant dans l'arène. L'allégorie animalière préfigure la floraison zoomorphique par laquelle les satiristes vont dégrader le corps de l'homme public durant près de 3 décennies. Clémenceau, le tigre donc. Et pourtant, l'idée du tigre ne vient pas d'un dessinateur de presse en premier lieu. Le surnom est trouvé dès 1903 par l'un de ses proches, Émile Buret, et fait vite le tour des salons parisiens. Les allers et retours du personnage imprimé avec la légende sont en effet incessants. Ainsi, la statue de Sicard sur les Champs-Élysées est certainement inspirée des photographies produites dans les colonnes d'un numéro de guerre de l'Illustration, inspirée des photographies produites dans les colonnes d'un numéro de genre de l'Illustration, adaptées par la suite en traits et immortalisées par le caricaturiste Henri Boutet pour des images satiriques positives. La légende caricaturale de Clémenceau, note ainsi Bertrand Tillier, est une iconographie renversée des fonctions successives de l'homme d'État et de l'action quotidienne de l'homme politique, dont l'activisme fatigue ou irrite ses observateurs.
Le médecin du peuple, le journaliste, le duelliste, le chécard panamiste, le justicier de Réfusard, l'orateur, le tombeur de ministère, le premier des flics de France, le briseur de grève, le père la victoire, le tigre, on l'a vu, le retraité, composent les multiples facettes d'un portrait à charge dont les contradictions, les travers et les coups d'éclat ont été soulignés pendant près d'un siècle, d'un demi-siècle. Il s'agit alors d'esquisser 2 ou 3 facettes de cette carrière médiatique si particulière qu'offre l'examen du Clémenceau caricaturé. Sans certitude, la première caricature publiée du jeune député de Montmartre figure en couverture du Grelot le 19 mars 1876. Elle est signée d'une des gloires satiriques du moment, Alfred le Petit. Un jardinier arrose un arbre dont chaque fruit représente une personnalité politique du corps républicain. Les traits de Clémenceau passeraient inaperçus si son nom n'était pas inscrit en légende au milieu des autres. La véritable exposition médiatique du futur leader radical est moins à dater de sa première élection ou de sa première interpellation à la Chambre, le 3 mars 1879, que de la fondation de son premier organe de presse d'envergure, la Justice, le 16 janvier 1880. Ainsi, Gilbert Martin le croque-t-il en couverture du Don Quichotte du 20 février 1883, armé d'une pétoire dont le canon est formé par un exemplaire roulé de son propre journal, corne de poudre à la ceinture, avec inscrit « Amnistie » entre guillemets sur le flanc, en train d'armer le fusil d'un air décidé. Déjà, le tracé saillant des pommettes fait le délice des professionnels, de Luc à Moloch, en passant par Tartarino dans la jeune garde. Cette dernière couverture, hostile, le présente les bras ballants, ridiculisant ainsi la pose décontractée prise par le jeune parlementaire dans une photographie fort diffusée qui le voit poser, main dans les poches. Dans une mare plutôt agitée, c'est un canard arborant le terme radicalisme sous le col, qui traîne un bateau de papier estampillé La Justice, sur laquelle se balance un Clémenceau amorphe. Le dessin de presse des années 1880, même comique, donne de lui une impression de juvénilité qui est trompeuse et relaie surtout son incroyable énergie. En effet, le député a déjà passé la quarantaine. Il est assez curieux de constater notre difficulté contemporaine, à le contempler dans cette période pré-boulangiste comme un homme mûr et non un Rastignac de la politique. Une alchimie bien spécifique se met alors en place, qui n'appartient qu'aux plus grandes célébrités. Elle consiste à voir le député journaliste ressembler de plus en plus aux caricatures que l'on fait de lui. Durant les élections législatives de l'été 1893, qui se tiennent dans le contexte difficile du scandale de Panama, la campagne de Clémenceau dans le Var voit une extraordinaire floraison de chansons de papillons diffamatoires, de slogans, des roulements de sifflets à roulettes ou des hurlements en anglais « Oh yes !» pour railler son caractère de prétendu agent anglais né des délires de Déroulède, mais en fin de compte, il y a assez peu d'images satiriques. L'exception vient de la célèbre jonglerie, publiée par le supplément illustré du Petit Journal le 19 août 1893, intitulée « Le pas du commandité ». Bertrand Tillier nous en livre une analyse complète. L'image, à peine caricaturale et presque réaliste, représentait Clémenceau dansant en compagnie de ballerines, parmi lesquelles on pouvait reconnaître la cantatrice Rose Caron, qui avait été sa maîtresse. En frac et chapeau à reflets, une rose à la boutonnière, chaussé de souliers fins, le dandy noceur Clémenceau fait des pointes et jongle habilement avec des sacs de livres sterling. Cette planche indigna Clémenceau par sa bassesse et explique peut-être que les innombrables charges graphiques qu'il subit ensuite lui parurent d'une moindre portée. Ainsi écrit Bertrand Tillier. On peut aussi noter le trait anglophobe émergent de la niche du souffleur. Tous les biographes de Clémenceau s'accordent sur le caractère dévastateur de cette image tout à fait novatrice pour l'époque. La rumeur selon laquelle l'homme politique aurait été stipendié par la perfide Albion sera ravageuse. Elle sera à l'origine
de sa non-réélection. Échec d'une campagne sur la base d'une image, c'est l'éternelle question. Est-ce qu'une image ou une caricature peut faire ou défaire une élection? Seconde innovation, fracassante celle-ci, l'arrivée du registre satirique, non dans les journaux satiriques, mais dans les pages d'un premier grand quotidien généraliste de France, et les millions de lecteurs qu'il touche, de façon directe ou indirecte, même s'il s'agit ici d'un supplément illustré hebdomadaire. Nous n'avons plus affaire à une feuille caricaturale d'exposition parisienne, plus ou moins présente au fronton des kiosques. Il s'agit désormais d'une couverture présente durant une semaine au moins dans les dépôts de vente, les gares, les débits de boissons, qui traînent dans les rues, voire qui bouchent les caniveaux. La force de frappe du supplément illustré du Petit Journal en 1893 est assimilable à la grande époque des journaux télévisés des années 1980. Nous touchons là à l'inauguration de l'hybridité entre petite presse satirique et presse populaire, appelée à connaître un vertigineux succès dont jouissent déjà depuis longtemps les faits divers autour de 1900. Le rire moderne s'invente donc dans un champ périodique parallèle à la presse générale, constate Marie-Ève Terrinty, sans, dit-elle, que ces deux univers ne soient étanches. Contrairement à ce que l'on croit souvent, ce dessin ne sort pas de nulle part. Un examen attentif des suppléments illustrés du Petit Journal au premier semestre 1893 divulgue certains détails assez révélateurs. Dès le premier numéro de janvier, Clémenceau apparaît en couverture du supplément dans le cadre de son duel avec Paul Déroulède. Dessin au naturel. Un mois plus tard, le même supplément publie en couverture une charge terrible de l'Assemblée, dévastée par les tumultes du scandale de Panama, misérable multitude de parlementaires attachés à leur seule querelle que Marianne est obligée de rappeler à l'ordre et au combat contre les vrais ennemis censés être issus du conflit de 1870. Au milieu de l'Assemblée en désordre, le lecteur identifie parfaitement Clémenceau au centre des parlementaires, censés avoir reçu des pots de vin. Encore s'agit-il ici d'un dessin politique, où la présence du député radical, quelle que soit la malveillance du dessinateur, n'est pas incongrue. Rien ici n'est drôle. Il en va tout autrement d'un dessin apparemment anodin, publié la semaine suivante intitulé Le Dégel. Des bonshommes de neige fondent au redout du soleil devant un lycéen, un balayeur et un ouvrier. L'un d'entre eux est effondré au premier plan, nimbé dès lors d'une nuance cadavérique très nette. La construction du motif ne conduit pas le lecteur à identifier tout de suite Clémenceau, détail qui ne tourne à l'évidence que si l'œil s'y arrête. Dès la semaine suivante, la couverture consacrée au carnaval, le mercredi des cendres, bal et masques, poursuit le même objectif, en exhibant travestis les principaux protagonistes du scandale de Panama. À l'extrême gauche de l'image, déguisé en Pierrot blanc, c'est Clémenceau. Son chapeau pointu dissimule partiellement son visage et il tient son masque à la main. À ses côtés, d'autres personnages en costume se tiennent devant un juge dans l'enceinte d'un prétoire. Le point commun de ces couvertures, c'est la représentation malveillante et renouvelée de Clémenceau. Mieux, ce début d'année met en feuilleton, met en jeu, pourrait-on dire, l'apparition discrète de l'effigie du député. Au début des années 1890, ces suppléments illustrés renouvellent l'offre iconographique de presse. Plusieurs historiens sont d'accord pour prêter à ces images imprimées de masse, laïques, une durée d'exposition bien supérieure à la seule périodicité hebdomadaire qu'ils affichent, et qui est aujourd'hui de mise dans notre mode de consommation de la presse, basé sur le jetable et l'éphémère. Or, à l'époque, un journal illustré ne se jette pas. L'image est encore assez rare, ou plus exactement, on sort de plusieurs siècles où l'image était rare. Du même coup, elle garde un caractère non plus sacré, mais renchéri, privilégié. Dès lors, on peut proposer que la campagne législative du Var,
qui a certainement vu diffuser en large part ces images récentes, en plus des nombreuses affiches destinées à nuire au candidat radical. Pendant 2 jours, confirme Michel Vinocq, la gare de Draguignan reste encombrée des ballots du Petit Journal, dont 40 000 exemplaires du supplément assassin sont envoyés aux électeurs et distribués sur les trottoirs des villes et dans les villages. Ainsi parle Vinocq. Philippe Erlanger, lui, affirme que, je cite, « le Petit Journal répandit son dessin sous forme d'affiches », ce qui, faute de la moindre pièce retrouvée, semble douteux, mais Philippe Erlanger semble être sûr de lui. Néanmoins, donc, selon Erlanger, Clémenceau aurait conclu, une fois sa défaite électorale consommée, « le Petit Journal a fatigué le dégoût ». Ce qui pose toujours la même question, une caricature n'est-elle là que pour faire rire? Quelle est la portée du rire satirique issu d'une caricature de presse, a fortiori dans le domaine strictement politique, a fortiori dans le contexte d'une candidature, d'une élection? Entre 1894 et 1902, l'affaire Dreyfus hystérise encore davantage la figure d'un Clémenceau devenu pour les nationalistes et les conservateurs le symbole du camp républicain honni. Le degré de violence, l'abjection des attaques varie en fonction de l'adversaire. Entre 1901 et 1905, Clémenceau semble être relégué à l'arrière-plan. Les choses changent lors de son retour aux affaires, mais surtout son accession à la présidence du Conseil en 1907. En quelques jours, note Durosel, Clémenceau passe de la négociation au souci de maintenir l'ordre. Il interdit toute manifestation pour le 1er mai. À Griffuls, secrétaire d'État de la CGT, il déclara « Votre moyen d'action, c'est le désordre. Mon devoir, c'est de faire de l'ordre. » Ces mots sont amplement commentés et repris à travers la presse. Désormais, ce ne sont plus les saillies ironiques de Clémenceau que l'on reprend, mais un discours plus cassant qui influe notablement sur l'iconographie. La virulence des charges graphiques, quelque peu adoucie depuis la fin de l'affaire Dreyfus, reprend de plus belle, mais avec une inflexion de nouveau différente, stigmatisant le Clémenceau tenant de l'ordre sécuritaire, le premier flic de France. Il a trop attendu son rêve, maintenant est de jouer les Césars après jouer les Augustes. Il veut être dictateur, consul, empereur, maître incontesté, jusqu'à la fin de ses jours, dénonce avec amertume Victor Méric. Ces mots terribles de Victor Méric, qui est un militant libertaire, inaugurent la nouvelle feuille satirique que sont les Hommes du Jour en 1909 et reflètent la rupture profonde opérée par Clémenceau au pouvoir, avec une extrême gauche qui le conspue, bien loin du temps où il fréquentait Blanqui. En couverture, le titre Les Hommes du Jour, donc, exhibe au bout d'une pique la tête sanguinolente et morbide du président du Conseil, exécuté par le crayon d'Aristide Delannoy. Cruelle, la caricature est demeurée célèbre et vaut aux Hommes du Jour d'atteindre un tirage de 25 000 exemplaires. Elle conclut une litanie de charges satiriques exacerbées qui voit l'assiette au beurre et le rire, d'habitude des journaux plus consensuels pour le rire en tout cas, tirés au diapason à boulet rouge sur la même cible. C'est un Clémenceau aux mains sanglantes qui émane des couvertures satiriques de cette période, comme le montre telle couverture de l'assiette au beurre, signée Aristide Delannoy, La fête à Marianne, où notre personnage travesti en sergent de ville salue une Marianne difforme à la toge blanche souillée de sang, devant un registre où figurent en lettres rouges les noms de Fourmi et de Narbonne, des charges policières ayant fait des morts. On me l'a déjà faite, ricane l'allégorie de la République, cette blague, de m'offrir des fleurs dans du papier de boucherie. Baignant dans un océan de sang encore, les piédestaux des grands hommes restants, Morny, Thiers, Carnot, dépeints par Paul Poncet sous le titre Les Hommes d'ordre, alors qu'au premier plan figure vide le socle d'un Clémenceau absent sur lequel figurent les noms de Narbonne et Ronlétop, ainsi que la date de 1907, symbole des heurts sociaux récents. Rappelons que Narbonne, c'est la révolte des vignerons. L'armée intervient.
Nous retrouvons le Clémenceau à tête de mort évoqué plus haut. L'homme d'État est dessiné à son bureau, en train de signer une décision qui se place dans la perspective des drames écoulés, comme le figure une fumée opaque qui s'échappe du document sur le bureau. Cet écran laisse transparaître une fusillade qui voit des silhouettes d'ouvriers couchés par le feu roulant d'un peloton de militaires. Est-ce Narbonne? Est-ce Draveil? Le motif ne le dit pas. Il n'émane pas de sang apparent de cette composition monochrome, d'une noirceur rare pour les pages du rire. Le corps de Clémenceau est esquissé ici au naturel, émergeant de la pénombre d'un bureau, évoquant la dissimulation et la noirceur, peut-être, d'actes à venir. Son buste est voûté, engoncé dans un habit élégant, devenu inadéquat avec une sénilité physique dont témoignent les mains, effrayantes, entre arthrose et métaphore criminelle. Les traits du visage ne dérivent vers le satirique mortifère qu'à quelques détails formels, faisant basculer le figuratif vers l'hyperbole pour une ambiguïté assez sidérante. L'humour verbal de Clémenceau, enfin, est pris à partie par la légende. Mes mots font long feu, mais mes balles portent. La concentration de ces caricatures, si elle ne joue aucun rôle dans la chute du ministère Clémenceau en 1909, porte en fait un coup terrible à son aura médiatique. Père la victoire, Georges Clémenceau est sans conteste celui qui personnifie, plus tard, l'effort de guerre aux yeux de la nation entre 1917 et 1918, au point de devenir un phénomène médiatique presque autonome. Vétéran de la vie politique au début du conflit, omniprésent depuis la fin de la Commune de Paris de 1871, le cours de la guerre de 14-18 lui permettra d'acquérir une aura supplémentaire et l'élève au rang d'icône nationale. Pourtant, lorsque le conflit commence en 1914, le vétéran de la Troisième République semble être en marche vers la retraite. La guerre le voit revenir au premier plan. Son journal, L'Homme libre, est suspendu dès la fin septembre pour avoir dénoncé les conditions de transport de blessés. Clémenceau s'insurge. Il approuve la censure militaire, mais combat la sanction politique. L'Homme libre devient l'homme enchaîné et le voit rugir contre le gouvernement à codes éditoriaux ravageurs. Simultanément, il est toujours sénateur et appartient à la fameuse commission de l'armée au Sénat qui fait trembler les politiques. Le Cri de Paris ne manque pas l'occasion d'épingler cette double casquette. Le 10 octobre 1915, deux Clémenceau se font face. « Je vous ai apporté une pétition contre la censure », claironne le Clémenceau journaliste en légende, à l'intention du Clémenceau sénateur, lequel rétorque « Que voulez-vous que j'en foute ?» Cette accusation de girouette est sans doute le pire reproche que l'on puisse exercer contre un homme public qui espère encore entretenir l'image d'opposant sans concession qu'il a entretenue depuis tant d'années et que son passage à la présidence du Conseil a sensiblement écorné. Le 15 novembre 1917, il revient encore à la présidence du Conseil. Immédiatement, ses démêlés avec la censure font les choux gras des caricaturistes, hilar de constater la volte-face du ténor politique, qui est également le chantre passé de la liberté de la presse. Le culte dont il fait bientôt l'objet est également brocardé avec malice. Adolphe Villette figure ainsi le corps épais du paysan vendéen, d'un Jacques Bonhomme campé avec les pieds dans la glaise. La gémellité avec Jeanne d'Arc témoigne du dépassement de la querelle religieuse de 1905. Le héros laïque est réuni à l'icône catholique par l'épée de Victoire et par la chevalerie. Un curieux phénomène se produit alors. L'effigie satirique de Clémenceau se fige et se réifie. Ce dos illustré de la baïonnette permet de se rendre compte de la façon dont l'artiste tire parti de la forme si particulière du crâne de l'homme d'État, la pilosité étant figurée par les bâches qui se relèvent ici en forme de moustache. Clémenceau fait tellement corps avec l'armée que les traits intermédiaires et surtout les yeux sont composés des corps de deux soldats armés et casqués. À partir de 1918, Clémenceau est donc partout, croqué au naturel par des caricaturistes comme Sem, photographié, dessiné sur papier buvard ou sur des bons points scolaires, sculpté en jouets pour enfants.
Le tigre, le fameux tigre, s'inscrit en avers des médailles, s'inscrit sur les briquets, les culottes de pipe. Cette bimbeloterie reflète l'extraordinaire popularité du personnage, ainsi donc que l'hybridation des motifs par lesquels on le figure et son accession au statut inédit de star entre guillemets mondiale dans l'acception cinématographique du terme. Le congrès de Versailles lui confère une célébrité internationale. Le hiératisme du tigre côtoie le patriarche gaulois pour une synthèse qui fige peu à peu le grand homme pour sa postérité. L'apport de la caricature à celle-ci est colossal, entre humour empathique et incise vacharde, mettant un peu plus le personnage en spectacle. La sérialisation dont il fait l'objet est tout à fait fascinante. Concluons. Comme un monarque républicain, entre guillemets bien sûr, Clémenceau possède deux corps distincts. L'un trivial qui s'oppose aux prévarications et représente le peuple, l'autre symbolique qui entend défendre l'intérêt général et incarner la France. C'est cette figure de patriarche autoritaire, bourru mais ferme, que retiendra la postérité. Pourtant, cet autoritarisme est de moins en moins caractérisé par les caricaturistes, comme le montre cette dernière couverture du journal Aux Écoutes en 1919. La bonhomie patriarcale commence déjà à gommer le caractère impérieux de celui dont on ne discute pas les ordres ni les idées, en dépit du débat supposé par l'exercice théorique du jeu contradictoire des idées en République. Dans une pure acception conservatrice, la figure tutélaire du protecteur de la communauté nationale, adepte du verre de vin dans l'intimité de son repos bienveillant, le bonhomme s'impose en remplacement du tigre. Incontestablement, le substrat satirique a joué, sur le long terme, un rôle en rupture fondamentale avec sa destination première, qui était d'attaquer, pour une mythification de toutes les contradictions ou les abus qui, pris indépendamment les uns des autres, auraient torpillé la carrière d'une figure politique plus anodine, en épousant les contours d'un personnage extraordinaire. Au contraire, elle le magnifie. Elle le magnifie au point de susciter a posteriori des erreurs d'interprétation contemporaine. Ainsi, cette ultime représentation est-elle identifiée comme étant une image de Clémenceau dans un catalogue prestigieux de vente aux enchères de ces dernières années? Pas de chance, il s'agit de Paul Verlaine. À sa façon, l'image de Clémenceau continue aujourd'hui à vampiriser d'une certaine façon les imaginaires politiques.